Bienvenue dans ce dictionnaire politique où santé rime avec efficacité. L'actualité sanitaire de ces dernières semaines reste marquée par le fonctionnement à minima de plusieurs structures sanitaires. À Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Oyo, le son de cloche reste le même. Plusieurs hôpitaux fonctionnent avec un service minimum. Alors, que se passe-t-il dans les hôpitaux publics ? Quelle est la cause de ces différents remous? Comment sortir de l'ornière? Nous en parlons ce soir avec deux journalistes, Brony Fortuna Ngolali et Guy Benoît de Victor. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et juste en face, nous avons le docteur Blanc-Constant Ebarapéa. Il est politologue, vous le savez, un habitué du dictionnaire politique. Bonsoir. Bonsoir madame. Et bienvenue à vous messieurs, bienvenue à vous aussi qui nous suivez ce soir. Le rituel, il est le même. Participez au débat en commentaire et surtout partagez autour de vous. Je l'ai dit, nous parlons ce soir de la gestion hospitalière au Congo. Mais avant de parler du CHU, de l'hôpital de Talanga ou celui de Dolisie, parlons d'un malade qui traîne sa maladie depuis aujourd'hui plusieurs décennies. Nous parlons là du 11 national, de l'équipe nationale, les Diables Rouges, qui ne seront pas de l'autre côté du Maroc pour la CAN. Une autre désillusion, Blanc-Constant et Barapéa, on sait que vous portez à cœur cette équipe nationale, comme plusieurs Congolais d'ailleurs. Comment vous vivez cette autre défaite, sinon cette autre non-qualification des Diables Rouges congolais? Bonjour madame, bonjour le co-panéliste. Alors, pour répondre directement à votre question, je vous dis que j'ai le sentiment de consternation. C'est vrai que la qualification aurait été un miracle, parce qu'il faut être naïf pour constater que penser qu'on peut faire la même chose et attendre à des résultats différents. Mais toujours est-il que cette sortie des Diables Rouges, c'est-à-dire la mise à l'écart des Diables Rouges, dans une poule où il avait toutes leurs chances de se qualifier, dénote là le même problème que nous avons connu avec le sport, le problème d'amateurisme au niveau des organisateurs, c'est-à-dire les gestionnaires du football, que ce soit le ministère des sports et la fédération, c'est-à-dire que ce soit monsieur le président reconnu par la FIFA et la CAF et la commission ad hoc, que j'appelle une véritable débrouillardise qu'on a mis en place. En tout cas, on ne peut pas s'attendre à la qualification des Diables Rouges, mais je dois vous l'avouer que je suis très amer, parce que depuis un moment, nous attirons les sonnettes d'alarme. Alors, on voit des gens qui tirent le pays vers le bas à tous les niveaux. Vous savez, je suis même plus concerné en ce qui concerne le football que d'autres aspects. Pourquoi? Parce que les Diables Rouges, c'est le symbole de l'unité nationale et de l'intégration. Les gens ne pensent pas, ne mesurent pas cette dimension où les Diables Rouges est le symbole de la cohésion nationale. Lorsque les Diables Rouges gagnent, c'est tous les pays qui se retrouvent. Et lorsque les Diables Rouges payent, et puis d'ailleurs, derrière la victoire des Diables Rouges, il y a des conséquences économiques. C'est-à-dire les gens sont dans les bars, peuvent boire longtemps, et il y a le fonctionnement de l'économie qui peut suivre. Donc aujourd'hui, c'est devenu un rituel, cette liturgie qui consiste à ce qu'on commence, on gagne le premier match, le deuxième match, et puis bon, pouf, à la dernière minute, nous perdons la qualification. Et ce qui est très, très énervant, c'est que le Soudan du Sud, le plus jeune État en Afrique, a inauguré cette victoire au niveau international face au Congo. C'est-à-dire sa première victoire au niveau international, c'est contre le Congo, et ils nous ont battus à domicile ici. Et que la deuxième victoire, la première victoire à domicile, c'est encore le Congo qui est devenu le distributeur des points. Et je ne comprends pas pourquoi les gens sont contents et on n'arrive pas à jeter l'éponge lorsqu'on a constaté que l'échec est là. Certainement, on va continuer, mais je vais vous dire que je suis très déçu. Guy Benoît de Victor, vous avez suivi aussi le parcours des Diables Rouges. Finalement, malgré l'arrivée de l'entraîneur congolais, malgré cette commission ad hoc mise en place pendant ces derniers instants de qualification, rien n'a changé. Ok, je vais vous décevoir parce que je vous dis que ça fait déjà des années que je ne crois ni au sport ni au Diable Rouge.
sport congolais. De Parce manière que, générale. J'ai peur de connaître ce que certains compatriotes ont connu. Parce que nous étions tous fiefés du sport. Et avec tous ces débâcles-là, moi, j'ai enlevé mon cœur, comme on dit, dans les affaires de Diable Rouge et des histoires comme ça. Parce que je sais qu'il n'y aura rien. Et je savais déjà qu'il y aura rien. C'était prévisible, cette défaite. Mais c'était prévisible. Malgré une poule assez facile, entre guillemets, sur le papier. Regardez. Le Congolais ne croit plus en lui-même, ni à ses qualités, ni à ses compétences. Le Congolais ne cherche plus l'excellence. Le Congolais se plaît dans la défaite, dans les échecs, dans l'incompétence, dans les déboires. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on nous a déjà servi. Qu'est-ce que vous pensez que le diable devait faire? Déjà avec un entraîneur pour lequel on doute compétences. N'est-ce pas? On a douté de ses compétences. Par la fédération. Par la fédération sortante. Elle-même aussi, qui ne nous a pas démontré qu'elle était capable de gérer cette équipe-là. Bon, maintenant, on a eu une commission ad hoc. Que la FIFA boude. Vous voyez, avec toutes ces malédictions-là, qu'est-ce qu'on pouvait attendre? Et vous avez des joueurs qu'on va chercher, pour lesquels nous n'avons aucune référence. Ils ne brillent nulle part. Mais ils viennent quand même renforcer l'équipe nationale, dit-on, des professionnels. Et personne ne prend la mesure, comme l'a fait le président en 2015, quand il voulait organiser la CAN Junior. On a fait quoi? On a créé une équipe, on a mis au vert, on a mis les moyens, et quand les enfants sont sortis, on a gagné. Pourquoi on ne peut pas faire autant pour les Diables Rouges? On n'a même pas un championnat. Vous voyez, on n'a pas un championnat fort et qui soit compétitif. Vous vous attendez à quoi? Mais il n'y a que ça, la honte nationale. La honte nationale. Malheureusement, les gestionnaires du sport s'en foutent pas mal. Ils s'en foutent. Et puis il n'y a pas de sanctions. Et puisque même les parlements ne peuvent pas les interpeller. Bon, qu'est-ce qu'on veut faire? J'ai vu les jeunes garçons casser les sièges au niveau du stade. Ce qui est déplorable. Eh bien, la faute à qui? Mais la faute à qui? Qui vient d'être réhomologué, la faute à qui? C'est ça. Mais c'est les effets collatéraux. Est-ce que c'est la meilleure réponse pour le mécontentement? Non, mais les effets collatéraux de la mégestion, c'est tout ça. Vous savez très bien que votre équipe n'était pas compétitive. Pourquoi vous avez invité les gens au stade? Mais il fallait jouer à guichet fermé. On pourrait jouer à guichet fermé, non? Pourquoi vous avez autorisé que les supporters viennent? Et il fallait voir comment les gens avaient rempli ce stade-là. C'est qu'ils y croyaient quand même. Ils pensaient qu'il y avait quelque chose. Bon, en ce moment-là, ça n'aime personne. Et puis, vous voulez que moi, je mette ma tête dedans, un AVC, et puis après, ça va devenir... Non, je ne crois pas en ça. Et je sais que tant qu'on ne change pas le système, il n'y aura rien. Voilà. Boni Fortuna, est-ce que finalement pour vous aussi cette débâcle, je vais y arriver, des Diables Rouges était prévisible? Bon, vous savez que depuis quelque temps nous marchons sur la tête. Et quand je suis le docteur Blanc-Constoy Barapéa, bon, il est amoureux du sport, je constate, je comprends un peu sa réaction nostalgique et puis sa colère qui est légitime. Mais Guy Benoît de Victor l'a dit, rien ne nous surprend. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose, sinon un miracle. Mais ce que je retiens ici, c'est que nous avons vu le ministre des Sports dire devant les parlementaires, donc les députés, que le problème du sport au Congo, c'est l'argent qui manque. Nous l'avons entendu. J'ai envie d'ajouter aussi, c'est aussi l'affaire d'hommes dans la gestion du football. La dernière crise, c'est la crise qui traverse aujourd'hui la FECOFOOT, est un élément que je peux mettre donc, sur ce que je suis en train de dire pour voir comment est-ce que les intérêts personnels des uns et des autres ont poussé aujourd'hui, ont pris le dessus au point de paralyser un secteur qui était déjà malade. Vous avez d'un côté donc le président de la FECOFOOT reconnu par la FIFA qui est en bisbille avec le ministre. Et quand on regarde de fond en comble les vraies causes donc, de leur contradiction, sinon de leur querelle, en réalité, ce n'est pas le développement du sport comme tel. Donc, vous avez également aujourd'hui ces deux fameuses FECOFOOT
Et quand on regarde de fond en comble, ce qui conduisent les uns et les autres, je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste parce qu'on veut réunir, on veut donc gérer les fonds de la FIFA, mais sans pourtant avoir un plan de développement du sport. Et donc, le problème, c'est cela. On a réussi à politiser tous les secteurs, même un secteur technique, assez technique, comme le football, nous avons réussi à le politiser. Alors que Barapéa l'a dit, le sport chez les autres, nous avons vu au Brésil, on le constate au Sénégal aujourd'hui, on voit même en Côte d'Ivoire comment le football fédère le peuple et même aussi devient même, on va dire, un secteur touristique au point où nous voyons comment les gens se déplacent d'un point à un autre pour aller dans les pays au grand football. Et on constate aussi aujourd'hui, ça devient tout un secteur économique, le football. Mais malheureusement, au Congo, cela ne préoccupe personne. Cela ne préoccupe personne parce qu'on constate que depuis, on a eu plusieurs successions des présidents de la FECOFOOT, la situation est la même. Donc, si la situation est la même, malgré les gens qui passent à la tête de la FECOFOOT, ça veut dire que nous n'avons pas une véritable politique sportive sur le football dans ce pays-là. On n'a pas véritablement une politique de football dans ce pays. On ne sait pas d'où on va, d'où on est parti, où est-ce qu'on va, comment faire pour aboutir. Nous n'avons pas aujourd'hui dans les écoles de formation pour former la pépinière. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune politique pour former la pépinière. Si depuis 5 ans à peu près... On parle aujourd'hui de l'Académie à Lima. Bon, c'est un projet qui est privé d'ailleurs. Quand on regarde, si depuis 5 ans, depuis 10 ans, l'on avait pensé former la pépinière, développer le sport dans tous les départements du Congo, privilégier le sport et laisser la politique de côté, je crois qu'on aurait déjà formé une très très grande équipe. On constate qu'aujourd'hui, tous nos grands joueurs qui sont passés ici, les Bifouma et tout ce monde-là, disparaissent après et à un moment donné, ne brillent pas comme tel à l'étranger parce qu'au fond, il n'y a pas véritablement un accompagnement comme tel. Est-ce que les joueurs sont bien accompagnés? Est-ce qu'ils ont les moyens qu'il faut? On constate ailleurs comment le football engrange ou devient une affaire d'argent comme on le constate ailleurs. Mais comment vivent nos joueurs? Comment sont-ils entretenus? Comment on recrute les entraîneurs? Nous avons entendu ici la querelle entre la FECOFOOT et le gouvernement. Non, tel entraîneur n'a pas été recruté par la FECOFOOT, c'est du choix du gouvernement. Est-ce qu'on tient compte de toutes ces procédures? Donc, moi je pense que c'est tellement politisé et le Congo souffre d'une absence, mais vraiment criante, de la politique footballistique dans notre pays. Et il n'y a pas vraiment des piliers. Et les stades qui ont été construits à travers les 12 départements qui devraient servir du développement du sport, malheureusement, les stades sont hébergent aujourd'hui les herbes et même les margouillas. On ne sait pas, donc ça veut dire dans quelques années, il faut encore revoir et reconstruire ces stades. Le stade de Kintélé, qui devait peut-être servir aussi d'un grand centre de formation, aujourd'hui est totalement hors d'usage. Tout a été volé et on constate finalement qu'année après année, le gouvernement ne nous présente pas une vraie politique sportive. Et donc on ne peut pas s'étonner que le football, que les Diables Rouges se retrouvent dans cette étape. Et moi, je pense qu'il faut que l'on tire la sonnette à l'alarme parce que le football aujourd'hui devient un secteur stratégique. Il faut mettre les moyens, il faut trouver des gens responsables et sérieux pour gérer ce secteur. Alors, pour vite passer sur ce sujet, Blanc Constant et Barapéa, que faut-il changer? Les hommes, Brony Fortuna l'a dit tout à l'heure, plusieurs présidents sont passés à la tête de la FECOFOOT, les entraîneurs juste des Congolais aussi ont échoué, puisque hier c'était un problème d'expatriés. Que faut-il réellement changer pour que nous revivons les meilleures années de football au Congo? Merci beaucoup. J'ai celui Fortuna qui a évoqué tout à l'heure le fait que le football est devenu un vecteur de l'économie, un vecteur d'unification, comme je l'ai dit au départ. Mais là où nous ne prêtons pas attention, c'est que le football, c'est un enjeu diplomatique très important. Je me rappelle, quand je suis en 2e année de sciences politiques, nous, on avait un cours intitulé « La géopolitique du football ». On faisait ça en 2e année. On montre comment le football aujourd'hui, c'est un enjeu géopolitique planétaire. Et les joueurs, les footballeurs sont aujourd'hui des ambassadeurs qui peuvent plaider la politique du pays dans ce qu'on peut appeler le soft power. Mais lorsqu'on n'a pas une vision stratégique et géostratégique des choses, on prend tout et on fait tout dans l'amateurisme. Aujourd'hui,
je vais d'abord revenir sur la qualification ratée. Je dois dire qu'on avait la possibilité, malgré tout, on pouvait être qualifié. La poule était accessible. Accessible. Et même le match contre le Soudan, on pouvait le gagner. Et là, la responsabilité incombe à l'entraîneur. Je mets d'abord de côté le staff. Pourquoi? Après 2015, les joueurs que nous avions là, c'est quand même les jeunes qui pouvaient faire quelque chose. N'eût été les choix hasardeux de l'entraîneur, qui est d'ailleurs mon grand. Ngata, c'est mon grand. Mais je n'ai pas pressé la façon de... Mais pas moi. Comment quelqu'un, le match contre le Soudan, vous menez 2-0. D'ailleurs, il commence le match par faire des adaptations hasardeuses. Je prends l'exemple simple. Vous avez par exemple Dembi, qui est un milieu du terrain. Lui prend Dembi, il va mettre Dembi dans alors, si nous faisons le procès d'Inzan Ngata, il faut le faire. Je vais faire le procès de tout le monde. Alors, que faut-il réellement changer? Démissionner pour son honneur. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre, pendant que vous êtes coach, je crois en 2 ans, 3 ans, vous prenez 6-0 contre le Maroc, vous prenez 5-0 contre l'Afrique du Sud, le Soudan, et puis vous restez là, vous attendez quand vous limoge. L'éthique voudrait que Ngata a vécu en Europe, c'est un ancien diable rouge. L'éthique voudrait que Ngata jette les points, qu'il démissionne avec honneur. Il ne faut pas qu'on les chasse passer. Alors, première solution, limoger Ngata. Deuxième chose. Le bricolage que le ministère est en train de faire, comment on appelle, d'abord dans son département, nous avons eu des indiscrétions de certains joueurs qui disaient que, puisque quand les diables rouges gagnent, ils ont la prime de victoire, et quand les diables rouges perdent, ils n'ont rien. Et que même les délégations de ministère, quand ils voyageaient avec les Diables Rouges, ne l'accompagnaient même pas au stade, ils restaient à l'hôtel, souhaitant la défaite des Diables Rouges. Donc le ministère, dans son amateurisme, tel qu'il s'est organisé là, d'ailleurs, vous discutez avec les joueurs, vous allez écouter. Et troisièmement, la FECOFOOT. J'ai d'ailleurs mis en circulation d'expression de le football congolais, c'était dans la mayonnaise. Mais on n'est pas sorti de la mayonnaise. Je crois qu'on s'est enfoncé, même le départ de mayonnaise, dans ces conditions. Vous faites venir ce que je vois là. La commission ad hoc. La commission ad hoc, c'est un bricolage. C'est un bricolage. Il faut balayer ces gens-là. Et organiser les états généraux de sport. Dresser le football aux footballeurs. Nous avons vu... Mayola, c'est un footballeur. Il a joué dans... Vous connaissez sa référence? Où il a géré l'étoile du Congo dans le Mboka. Où Tepe Mystère a joué la Ligue des champions africaine. Nous avons eu un diable rouge à la tête de la FECOFOOT. Et vous avez vu les résultats. On s'est qualifié. 15 ans après, c'est lorsque Mbono le sorcier, ancien diable rouge, arrive à la tête de la structure. Et on a eu un entraîneur de poigne, M. Claude Leroy, et qui avait dit d'ailleurs d'entrée du jeu que moi, c'est le président de la République, je ne reconnais pas les autres. Et il faudrait que le président de la République tienne compte du fait que le football, c'est un vecteur d'unité nationale. Parce que dans ce pays, si le président de la République ne s'implique pas dans un projet, le projet là est voué à l'échec. Vous avez vu l'AC Léopard qui a gagné la Ligue des champions, c'est pas la Coupe de la Confédération africaine, parce qu'il y avait eu l'implication personnelle de la présidente de la République partout du président de la République. Aujourd'hui, les gens évoquent le championnat, que le Congo n'a pas un championnat, on ne peut pas dépasser le Congo n'a pas un championnat. Vous connaissez une seule équipe sénégalaise qui joue la Ligue des champions? Mais le Sénégal rafle tout sur son passage. Bien, l'Ougandais qui nous a éliminés ici, vous connaissez les équipes ougandais? Bon, le seul qui nous a battus, vous les connaissez? Non, nous avons des effets. Il suffit de mettre sur pied le management. Or, les gens sont plus intéressés par l'argent, par les froufrous des billets de banque. C'est des prédateurs à tous les niveaux. Et vu qu'il y a des prédateurs, des prébendes, les gens sont beaucoup plus là. Et je pense qu'ils vont retenir la leçon de ce que ces jeunes ont produit au stade. Parce que une foule ne pense pas. La foule crie. La foule agit par instinct. On aurait peut-être évité le pire. Vous imaginez, si ces jeunes-là descendaient sur le terrain et on bloque seulement l'entrée des vestiaires, comment on devrait faire pour s'en sortir? Donc il faut éviter le bricolage. Donner le sport, il y a des jeunes Congolais, il y a des Congolais ici qui peuvent faire le travail. Mais pourquoi toujours la même? Vous étiez directeur de cabinet du Premier ministre, on vous a balayé, vous vous retrouvez dans le sport. Si vous étiez promotionné là-bas, c'est quoi cette histoire? Même avec le président sortant, il voulait modifier le truc pour rester là jusqu'en 2031 et au-delà. C'est quoi ça? Donc, il faut éviter que les remous arrivent parce que à un certain moment, les gens vont dire merde. Parce que ce qui s'est passé au stade,
c'est un indicateur qu'il faut prendre au sérieux. Alors merci messieurs, c'était là, j'ai envie de dire, une belle parenthèse sur le sujet des Diables Rouges. Passons donc au sujet qui nous réunit ce soir, la gestion hospitalière. Je l'ai dit d'entrée de jeu, le CHU de Brazzaville, à Pointe-Noire, à Oyo, à Dolisie, les structures sanitaires fonctionnent à minima. La question que l'on peut se poser d'entrée de jeu maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe dans nos hôpitaux? Brony Fortuna, vous suivez ce dossier de très près. Qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux publics? Bon, sur les informations que nous avons jusqu'aujourd'hui, j'ai été moi-même, j'étais à Blanche-Comès où pour un cas d'hospitalisation, j'ai vécu pendant pratiquement 3-4 jours le fonctionnement de Blanche-Comès. Je vous dis que j'ai été scandalisé de voir comment les patients qui arrivent traînent ou repartent simplement parce que l'hôpital, comme vous l'avez dit d'ailleurs, fonctionne à minima, sinon au ralenti. J'ai vu une jeune dame qui a amené sa fille à Blanche-Comès. La fille a 14 ans aujourd'hui, mais pendant plusieurs jours, il n'y avait pas de médecin pour réellement examiner et traiter la fille. Donc, elle a été transférée au CHU. Au CHU, finalement, le service est toujours au niveau minimum. On n'a pas pu finalement. Et même au CHU, c'était très grave. Quand elle arrive avec son enfant, on lui a fait croire que c'était encore en dépôt. Et heureusement qu'elle a vite réagi. Elle a ramené sa fille à l'hôpital donc de base de Talangaï et de Nkombo. Et c'est là-bas que la fille a passé quelques jours donc dans la réanimation. Finalement, on a réussi à la rattraper et la femme a décidé d'amener donc son enfant à Kinshasa. En ce moment, on parle, elle a préféré aller à Kinshasa. Donc aujourd'hui, tous les hôpitaux presque, à cause de la situation sociale que nous connaissons, les hôpitaux fonctionnent. On a vu, je parlais de Blanche-Comès qui pendant plusieurs jours ne fonctionnait qu'avec un seul pédiatre. Donc il fallait que les enfants, les nouveau-nés, donc qui quittent l'étage pour descendre au premier niveau, si je ne me trompe pas, pour aller rencontrer le seul pédiatre. Donc de 8h jusqu'à midi, il n'y avait pas de pédiatre et c'est le seul pédiatre finalement qui a réussi à traiter quand même quelques enfants, mais c'était pas toujours possible. Et donc malheureusement, on arrive, on vous dit les médecins ne sont pas là, il faut repartir, il faut revenir demain, les sages-femmes ne sont pas là, ils ont fermé leurs bagages, leurs sacs, et ils sont repartis. Donc finalement, c'est pratiquement la même situation au CHU où nous avons aussi des frères qui travaillent là-bas, qui sont pour le moment à la maison et qui ne veulent pas parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'argent et qu'il y a trop la mégestion dont on fait montre au CHU paralyse aussi le fonctionnement on va dire du centre hospitalier. Vous avez également Dolisie où on déplore plusieurs mois impayés, on parle à peu près de 16 ou sinon plus, et vous avez aussi l'hôpital Adolphe Cissé à Pointe-Noire, vous avez l'hôpital Edith Lucie Bongo à Oyo où nous avons vu clairement le DG payer 1500 malheureusement à ceux qui accepteraient de venir travailler ou ceux qui seraient de permanence, et vous regardez dans quel état là où on sauve les gens, les endroits où les gens arrivent pour être sauvés, mais tous ces endroits, toutes ces structures sont malheureusement paralysées aujourd'hui. Donc voilà le contexte dans lequel se trouvent la plupart des hôpitaux. Pour boucler, on a encore eu un cas dernièrement à l'hôpital de Talangaï finalement où même la morgue, il a fallu renégocier avec les services de la morgue pour pouvoir organiser les obsèques d'un nourrisson. Voilà, simplement parce que ils seraient, ou sinon s'ils sont en grève, une grève silencieuse mais réellement et qui cause vraiment du tort aux populations. Alors, Blanc-Constant et Barapéa, les structures sanitaires sont au service minimum, mais on a l'impression que cela passe sous silence. Bon, mais vous savez, c'est vrai qu'on peut prendre prétexte sur la question de la grève qui secoue le pays, parce qu'il n'y a pas que si nous venons sur ce terrain-là, c'est pratiquement tous les secteurs qui sont touchés par les grèves. Mais même avant, la situation au niveau des hôpitaux était comment? On a déploré ici depuis des années
comment le CHU manquait de scanners, manquait parfois d'ascenseurs. On a connu des histoires avec les Canadiens qu'on a fait venir, on sait que ça ne marche pas, Madame Monbiot est partie. Voilà, donc le système sanitaire congolais est très malade. Le système est très malade. Déjà, je déplorais, parce que ce qui fait un centre hospitalier, ce n'est pas des bâtiments, c'est le plateau technique. Et vous pouvez donc, je prends l'exemple simple, vous allez au CHU, il n'y a pas de scanner. Pour faire le scanner, vous devez sortir du CHU pour aller ailleurs. Vous prenez par exemple pour faire la dialyse, vous sortez du CHU pour aller chez le particulier. Est-ce qu'un État est incapable d'acheter par exemple cet appareil? Donc, et puis nous avons un problème quand vous dites que l'hôpital de Kombo, vous savez que l'hôpital de Kombo est inachevé. On a inauguré d'autres modules, vous rentrez là-bas, j'ai vérifié, il y a d'autres compartiments qui n'ont jamais été équipés, même pas fini. L'hôpital d'Oyo d'ailleurs, même l'hôpital de Sibongo, c'est la même chose. Mais ici nous voyons du dehors. Donc il y a des problèmes de fond. Et moi je pense que les autorités devraient tenir compte de cet élément, parce que quand je regarde le programme de société du président de la République, c'est intitulé la marche vers le développement ou poursuivant la marche. Très bien. Est-ce qu'on peut poursuivre la marche vers le développement avec un peuple malade, une population malade? Puisque c'est l'homme qui est au cœur du développement. Il faut être cohérent. Hein? Comment est-ce qu'on peut aller au développement avec un peuple qui est malade, qui est improductif? Et moi je pense que la plupart des États qui sont aujourd'hui émancipés économiquement, que vous appelez les États développés ou bien les États émergents, ils ont tenu compte sur 3 facteurs. 1. Le système de santé. 2. Le système sanitaire, le système éducatif et la bonne gouvernance. Voilà les 3 facteurs. Mais lorsque le système, c'est-à-dire l'homme qui est au cœur du développement, 1. n'est pas éduqué, 2. n'est pas soigné, à partir de ce moment, et ajouter à cela les questions de la gouvernance par embuscade, c'est-à-dire on gouverne, on gère, sans pourtant tenir compte de la reddition des comptes et tout ça, on se dirige droit vers le mur. Donc la situation que nous voyons dans les hôpitaux, cette situation est criable, mais les autorités ne s'en émeuvent pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont la capacité d'aller se soigner à l'étranger. Nous avons vu le document qui a circulé sur les réseaux sociaux, d'ailleurs n'a jamais été contesté, où certaines autorités bénéficiaient des évacuations sanitaires. Vous savez que le gouvernement, je crois aussi le Parlement, a signé entre les 2 institutions, ou si ce n'est les 2, qui a signé un contrat avec l'hôpital, je crois c'est Val de Grâce ou un hôpital en France, pour que ces personnalités appartenant soit au gouvernement, soit au Parlement, quand il y a des problèmes de santé, ils partent là-bas. Et lorsque vous voyez une société qui est déjà arrivée à ce niveau, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Lorsque les dirigeants ne se soignent pas sur place, à partir de ce moment-là, on peut donc comprendre que le système est défectueux. Victor, 2012, année de la santé, on se souvient encore des slogans qu'on pouvait entonner à cette époque-là, qu'aujourd'hui, en 2024, on revienne sur les mêmes situations, puisqu'au-delà de la crise, et Barapéa l'a dit tout à l'heure, la situation des hôpitaux perdure. Qu'est-ce qui fait que des années plus tard, que malgré les investissements qui sont éjectés dans ce secteur, que les mêmes problèmes perdurent? Merci beaucoup. Madame Mélie, vous savez, le Congo est indépendant depuis 64 ans, n'est-ce pas? 64 ans que le Congo est indépendant. À quel moment notre système sanitaire était brillant? À quel moment? Nous avons hérité, le Blanc nous a montré comment on gère la population. Le Blanc a installé les dispensaires même dans les petits villages. C'est le Blanc, les dispensaires. Le Blanc a installé l'école même dans les petits villages. Le Blanc. Même si ce n'était pas partout, mais au moins les grands centres, il a installé. Le Blanc. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait après quand on a hérité? On n'a pas eu une vision. On ne sait pas que la priorité d'un peuple, c'est le manger, c'est le soin, c'est l'éducation. Un peuple qui ne mange pas, est-ce qu'il peut travailler? Un peuple qui n'est pas en bonne santé, est-ce qu'il peut travailler?
un peuple qui n'est pas éduqué, est-ce que ce peuple-là peut avancer? Bon, si déjà on est à ce niveau où personne ne réfléchit à ça, ça ce sont les préliminaires. Ça c'est élémentaire. Moi, je prends le pouvoir, pourquoi? Je gère, pourquoi? Je suis nommé ministre, pourquoi? Ça doit être la priorité de celui qu'on appelle dirigeant. Bon, la seule personne qui n'a pas de vision, la seule autorité dans la culture de chez nous qui n'a pas de vision pour le développement, c'est le chef coutumier. Les chefs coutumiers, ils sont là parce qu'ils ont acquis la terre de leurs ancêtres. Papa s'en va, lui prend, et puis c'est fini, il n'a pas de vision. Tout ce qu'il a comme vision, c'est la paix. Il restaure la paix. C'est comme... oui, il y a des questions de santé, puisqu'il y avait des guérisseurs. Attention, il y a la légitimité. Et encore, chez nous, au village, quand quelqu'un était malade, parfois le chef du village se lève pour crier aux ancêtres. Voilà la vision. Voilà. Bon, maintenant, quand on est moderne, est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Maintenant, la société a évolué. Est-ce qu'on peut se comporter dans cette situation de... c'est comment? Je sais pas. Vous voyez? Mais quand on réfléchit bien, est-ce que c'est pas le manque de vision? Est-ce que le manque de vision ne vient pas parce qu'on est incompétent? Entre guillemets. Parce que si on y a... Parce que tel qu'on parle là, c'est pas la première fois. Oui. On en parlera toujours. Malgré la construction des infrastructures, malgré l'argent, il n'y a toujours pas de vision. On a eu de l'argent dans ce pays. On a toujours eu de l'argent dans ce pays. Et on en a toujours, même aujourd'hui, on a l'argent. Allez revisiter les comptes de ces gens-là dans les paradis fiscaux pour vous rendre compte qu'il y a des individus congolais qui sont plus riches que le Congo. Il y a des individus dans ce pays qui sont plus riches que la République. Vous voyez? Et quand on fait comme ça, c'est gênant. Gênant parce que ce genre de débat, nous les avons avec des amis africains, des étrangers, ça nous gêne. Ça gêne. Comment un hôpital comme le CHU qui fait des bénéfices tous les jours, on ne peut pas payer les gens? L'État aussi donne son apport pour le fonctionnement du CHU. Là. Vous avez déjà eu une visite au CHU gratuitement? Hein? Combien de gens visitent le CHU? Plus grand centre. Alors, mais en ce moment-là, est-ce qu'il peut manquer d'argent? Comme on va en Congo là. Il n'y a aucune consultation qui est gratuite. Aucune. Donc, ça veut dire qu'il y a les recettes, il y a les menus recettes dans ces hôpitaux-là. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas, puisqu'ils sont aussi gérés par les crédits de transfert, comment on ne peut pas les payer? Comment on ne peut pas améliorer notre plateau technique? Problème de gestion alors. Mais c'est la gestion, c'est pourquoi j'ai dit. C'est la gestion. Mais j'ai peur toujours de dire, est-ce que c'est pas l'incompétence? Parce que si on y arrive à un poste de responsabilité juste par affinité, alors qu'on n'y a jamais pensé, on ne sait même pas comment ça doit faire, comment ça doit fonctionner, on y arrive, on t'a bombardé là, pouf, est-ce que tu peux avancer? Tu ne peux pas avancer. Parce que ce n'est pas dans ton ADN, ce n'est pas dans ta vision à toi. Et c'est ce que le pays vit. Il n'y a pas de... La preuve, dans ce pays-là, vous avez déjà entendu un compatriote qui, lui, il fait preuve de nationalisme ou de nationalisme dans ce pays-là. Les discours qu'on entend là, rien. Donc, parce que le pays ne compte pas. La seule personne que j'ai entendue avec une fibre patriotique, c'est l'ancien ministre des Finances qu'on a viré. Hein? L'ancien ministre des Finances qu'on a viré. Malgré ses espoirs. Je veux parler d'Andeli. Au moins, lui, quand il parle du pays, il dit « mon pays ». Il avait comme la fibre des révolutionnaires, comme mon cadet Ibarapéa ici. Il parle du pays. Mais ceux-là qui sont là, que vous voyez, suivez mon regard. Qui parle du pays? Qui parle du pays? Qui cultive le patriotisme dans ce pays? Ils ne sont pas patriotes. Ils n'en parlent même pas. Le Congo, ce n'est pas leur affaire. Ce qui est important pour eux, c'est qu'ils gagnent tout pour eux, rien pour le pays. Donc, ils ont tourné en dérision le maxime de président Gwabi, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Maintenant, là, c'est tout pour eux, rien pour le peuple. Tout. Tout. N'est-ce pas? La bonne santé, c'est eux. La bonne éducation, c'est eux. Les belles maisons, c'est eux. Le gain. Sans effort, c'est eux. La jouissance, c'est eux. C'est eux. Tout, c'est eux. Gratuité de l'eau, c'est eux. Gratuité de l'électricité, c'est eux. Alors qu'ils ont des moyens. Guy Benoît, eux, c'est le ministère de la Santé.
eux, c'est les dirigeants de ces structures hospitalières. Eux, c'est qui? Mais eux, c'est les agents de l'État. Parce que l'État, c'est la puissance publique qui a donné des missions aux uns et aux autres. Tous ceux qui assument les fonctions, qui se distinguent. Qui se distingue? Aucun ne se distingue. Si on veut parler, c'est qu'on prend le président en appui, non? Comme a dit le président, mais le président, c'est le membre du parti. Donc la vision, là, ça devait être la vision du parti et non de lui. Parce que c'est le parti qui a une vision. Bon, malheureusement, comme il ne se présente jamais comme membre du parti, il se présente en tant que lui. En tant que lui, voilà pourquoi le parti là-dedans n'en parle pas. Apparemment, ils ne connaissent même pas la vraie vision du président. Puisque il faut suivre. J'ai suivi un papier chez vous ici où vous avez cité le nombre combien de fois un ministre peut citer le nom du président dans un discours. Vous voyez, bon, comme si c'est ça qui est important pour le peuple. Mais non, on ne peut pas abreuver le peuple de tous ces discours-là et puis après, sur le terrain, il n'y a rien. Je m'excuse. Hein. Alors, Fortuna, est-ce que vous aussi vous inscrivez sur la même ligne que Guy Benoît? Est-ce qu'il s'agit là d'un problème de financement ou simplement d'une mauvaise gestion de ces structures hospitalières? Si nous n'étions pas sur un secteur aussi important que la santé, on aurait dit ou j'aurais dit simplement que dans tous les secteurs, rien ne va. Mais on ne pouvait pas abandonner le secteur de la santé, de l'éducation, comme on fait ailleurs. Ça devait être une priorité, vraiment des priorités. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui meurent dans ce pays juste pour parfois une petite fièvre. Hein. Voilà, nous avons des témoignages d'ailleurs. Et vous avez plusieurs citoyens à Brazzaville ou même ailleurs, quand ils entendent le CHU, il faut aller au CHU, et parfois c'est malgré eux, sinon c'est avec la peur au ventre qu'on y va. Parce que depuis quelque temps, le CHU peine réellement à sauver les vies. Or, c'est sa mission principale. Donc, aujourd'hui, quand on regarde, nous sommes partis d'un audit qui a été fait par Madame Ombioro. C'est cet audit-là qui a révélé, on va dire, les graves, dysfonctions de cet hôpital. Comment l'argent a été détourné, comment les gens ont été recrutés, les gens qui n'ont aucun lien avec l'hôpital, mais qui se retrouvent dans les services techniques de l'hôpital. La question qu'on se pose, comment sont-ils arrivés là? Qui est-ce qui les a recrutés? On constate ce qu'est aujourd'hui devenu le CHU. Donc, quand on regarde les fonds qui ont été plus d'une fois alloués au CHU par le gouvernement, on se souvient des milliards, et même récemment, le CHU a encore reçu de l'AFD, j'ai suivi sur les médias, 18 milliards de francs CFA pour la construction des sanitaires. Bon, on a vu le bilan du CHU, mais quand on regarde de fond en comble, et on n'est pas réellement satisfait de l'utilisation de ces 18 milliards de francs CFA. Et ça a toujours été comme ça, malgré les différents DG qui se sont succédés. Celle qui a voulu réellement s'impliquer dans les réformes au sein du CHU a été malheureusement combattue. On a eu un contrat avec les Canadiens, semble-t-il, qui devrait bien travailler. Nous avons aussi constaté que le Congo a dépensé énormément d'argent pour ces Canadiens. Et au final, la finalité, c'est que le CHU demeure dans cet état, comme quelqu'un le disait, que le CHU est un miroir cassé du système sanitaire congolais, malheureusement. Donc, il s'agit là des hommes et pas des problèmes financiers. Parce que nous avons entendu les différents DG qui sont passés par là. Nous sommes en train d'équiper le plateau technique. Nous sommes en train d'aménager tel service. Nous sommes en train, mais malheureusement, année après année, on constate que la succession des DG qui sont passés n'ont rien changé. Pourquoi? Parce que la question qu'on se pose, c'est comment ces DG sont-ils choisis? Comment ces directeurs généraux ou les chefs de service, comment sont-ils choisis? Lesquels recrutent au CHU, comment les recrutements se font au CHU. Récemment, le DG actuel, le directeur général actuel, a été interpellé selon les informations que nous avons. Il aurait passé 2 nuits à la CID, si j'ai la bonne information, libéré. Il est là. Pourquoi a-t-il été interpellé? Selon les informations, ce serait pour des questions de gestion financière. Il aurait apparemment eu détournement de fonds. Et vous avez même constaté qu'à la dernière minute, l'un des directeurs, pas les moindres, le professeur Nkwambo, a été viré juste pendant donc cette période. Et les mots étaient clairs qu'il aurait
inventer, sinon monter de toutes pièces des évacuations sanitaires qui ne seraient pas vraies. Donc ça veut dire que sur la base de tout ça, on comprend qu'il y a véritablement un problème de détournement de fonds au CHU. Mais on parle de plusieurs milliards de francs CFA, ça reste à confirmer. Et donc ça, quand on regarde de fond en comble, les gens qui gèrent le CHU, donc toute l'impunité totale, c'est simplement parce que ils s'appuient certainement ils s'accrochent à une branche qui les soutiennent, ils savent comment ils sont arrivés là, comment on les entretient, où va cet argent réellement. Et c'est ce qui est malheureux. Moi, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure au début, que cela se fait un peu partout. Mais au niveau des hôpitaux, on devait être beaucoup plus strict. Nous avons des jeunes médecins qui sortent de la formation à Cuba, qui ont appris le métier. Nous avons ces jeunes qui se sont fait recycler aussi pour la plupart, parce que la médecine a tellement évolué. Le CHU devait être aussi un CHU de pointe au niveau africain, ça devait être un CHU de référence au niveau même mondial. Mais malheureusement, quand on regarde les différents chefs de service, les différents directeurs centraux qui sont là, et même à la tête du CHU, on se rend compte finalement que les gens qui sont là, pour la plupart, ne sont nommés que sur la base des sentiments ou des fibres, on va dire, fraternelles ou encore familiales simplement. Donc c'est un véritable problème d'hommes. Ce n'est pas l'argent qui manque. On a donné beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup d'argent au CHU. On a investi énormément, et même pour la réhabilitation de cet hôpital, malheureusement, on se rend compte que l'argent a été détourné. Souvenez-vous de l'un des hommes dans ce pays qui a été incarcéré, paix à son âme, semble-t-il, pour avoir détourné l'argent qui serait destiné à peindre, sinon à repeindre l'hôpital, le CHU. Donc, c'est toujours de détournement en détournement, mais malheureusement. Brony Fortuna, le CHU, Talangaï et bien d'autres hôpitaux, il s'agit là des structures de santé publique. Que dit l'État lorsque finalement ces structures se retrouvent presque à terre? Est-ce qu'il faut pointer du doigt la gestion de l'État par rapport à ces structures? Est-ce que l'État gère bien de son côté ces structures? Oui, Guy Benoît l'a dit, hein, il nous manque, nous l'avons même dit pour le sport malheureusement, qu'il manque aujourd'hui une véritable politique sanitaire dans notre pays. Et quand on regarde le projet de société du président de la République, il est prévu la construction des infrastructures sanitaires, la formation des jeunes, des scores qui se fait depuis quelques années. Mais on se rend compte que oui, on peut former, on peut construire les infrastructures. Que voulons-nous avoir dans ce secteur de la médecine? Vous voyez, on a eu un grand centre hospitalier à Oyo, aujourd'hui malheureusement, qui est en train de tomber en ruine, malheureusement, faute de bonne gestion. Faute aussi des vrais professionnels et qui peuvent réellement utiliser à bon escient le matériel qui a été installé dans cet hôpital. Donc aujourd'hui, il manque cette vision, on va dire stratégique pour le développement de la santé chez nous. On a formé, je vous prends juste un exemple simple. On a formé aujourd'hui près de 5000 jeunes Congolais à Cuba et même ailleurs. Ces jeunes, pour la plupart, sont rentrés, mais on ne sait pas comment les utiliser jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que quand on a envoyé ces jeunes en formation, le gouvernement n'a pas pris soin de mettre en place les infrastructures, de mettre en place les techniques qu'il faut pour utiliser ces jeunes. Aujourd'hui, certains sont affectés dans différents hôpitaux et d'autres encore traînent jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas pensé réellement comment mettre dans le circuit sanitaire ces jeunes qui arrivent. Oui, on peut acheter les équipements, mais lesquels vont utiliser ces équipements? Est-ce que depuis pratiquement 5 ans, 10 ans, ceux qui sont au CHU sont-ils recyclés par rapport aujourd'hui aux nouvelles technologies dans ce secteur? C'est pareil un peu dans tous les hôpitaux de Brazzaville. Fred Makita, merci, nous a révélé comment l'hôpital de Dolisie a été géré, sinon géré pendant longtemps. Donc, le problème du gouvernement, c'est qu'on n'est pas assez regardant. On traite les problèmes toujours d'une manière superficielle. Vraiment d'une manière superficielle. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on se retrouve dans les mêmes situations. Les mêmes hommes qui échouent, qui continuent d'être réaffectés dans différents endroits. On va prendre quelqu'un qui était Adolphe Cissé
certainement par des prouesses ou par des contre-performances, on l'affecte ailleurs, on prend celui qui était à Talangaï, on l'envoie ailleurs, alors qu'on sait que les bilans n'ont pas été élogieux, les bilans n'ont pas été positifs. Et donc, à un moment donné, il faut casser ce cercle vicieux où les mêmes tournent, mais qui n'apportent pas réellement les solutions aux vrais problèmes du pays. Alors, Blanc Constant Barapéa, le Premier ministre, disait devant les parlementaires, il n'y aura pas d'avenir prospère sans un peuple en bonne santé. C'est sa première bataille. Quand on voit la situation des structures sanitaires, on se demande est-ce que l'État n'est pas défaillant. Ceux qui nomment les DG, c'est bien l'État. Bon, moi je crois avoir dit qu'elle était programmée pour échouer. Pas forcément parce que il n'a pas de dispositions pratiques ou bien des dispositions opérationnelles pour le faire. Mais je parle souvent des problèmes structurels. Et c'est pourquoi, sur la base d'un certain nombre d'observations, je me dis que si on se focalise sur les DG, on va perdre de vue le vrai problème. Regardez. Prenons le CHU. Depuis 97, ou disons 99, 2002, nous avons eu une succession de DG. On a eu une succession de DG. On crée sur celui-ci, on enlève, on remplace. Après, on crée sur lui, on enlève, on remplace. Après, on crée sur celui-ci, on enlève, on remplace. On a eu Madame Mombiero. Madame Mombiero est partie. Pensons qu'avec Madame Mombiero, quand il va partir, on aura réglé le problème. Bon, les problèmes sont là. Les Canadiens sont arrivés. On nous a présenté les Canadiens comme étant la solution à ce problème, le miracle. Les Canadiens sont partis. Aujourd'hui, nous avons le professeur Ngombe qui est là. Je vois le bruit autour du professeur Ngombe. On crie. On va enlever le professeur Ngombe, on va mettre quelqu'un là, le problème sera là. Problème de casting alors? Je pense, c'est pas le problème de casting. C'est pas le problème de casting. C'est-à-dire, vous pouvez enlever le professeur Ngombe, mettez-le là-bas. Prenez une autre personne, mettez là. Le problème va rester. Ça veut dire quoi? Le problème n'est pas le professeur Ngombe ou Madame Mombiero ou qui. Non. Le problème, c'est que nous, il y a ce qu'on appelle le systémisme. Le système qui est là. Et le système peut paralyser le management d'un directeur. Le Premier ministre, quand il est arrivé, il avait dit plein d'enthousiasme, qui affichait un optimisme béant. Première mission, restauration de l'autorité de l'État. Bon, je pense qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, le Premier ministre va comprendre pourquoi il connaît la pesanteur. Donc, il ne faut pas le fonctionnement d'une structure ne se laisse pas voir à l'œil nu. Il faut aller le débusquer dans le pli de la main là où il se terre. Quand vous rentrez à l'intérieur du cerveau, vous allez comprendre pourquoi les gens échouent. On a connu là, même le colonial, les officiers sont passés là. Ngaka Lignas est passé par là. Mais tous ont échoué. Vous pensez vraiment, on est sérieux là? Vous pensez que tous ceux qui passent là sont des incompétents, quelqu'un ne peut faire le travail? Ça veut dire qu'il y a des gens qui tirent des ficelles. Et tant que on ne va pas couper le cordon ombilical, c'est-à-dire les gens qui sont à l'intérieur, tapés dans l'ombre, ça peut être un système d'enrichissement qui est mis en place ailleurs. Et le directeur, le DG subit l'action. Je ne dédouane pas les directeurs, hein, je ne connais pas, de toute façon, je n'ai aucun parent qui est là-bas. Mais il faut faire une analyse objective. Comment les institutions fonctionnent. Le chef n'est pas celui qu'on affiche. On est là dans le domaine des sciences sociales. Le chef n'est pas forcément celui que vous voyez. Le pouvoir peut être ailleurs, dans une salle quelque part. Et celui qui a le management officiel, je dis bien officiel, parce que parfois des décisions sont prises ailleurs. Pourquoi? Lorsque Madame Mombiero... Les DG sont des boucs émissaires, selon vous? C'est des gens qui subissent, ça c'est mon point de vue. Sur la base des observations. Pourquoi Madame Mombiero, lorsque Madame Mombiero décide d'écrire au chef de l'État, il demande l'audience pour rencontrer le chef de l'État, il est limogé dans les heures qui suivent. Ça veut dire que les problèmes sont ailleurs. Et les problèmes des hôpitaux, c'est comme les problèmes qu'on trouve à la mairie, c'est comme les problèmes qu'on trouve ailleurs. Donc il faut mettre la main sur les questions de gouvernance. Mais non, mais après, moi je pense que il faut comprendre un peu le contexte. Lesquels ont réclamé le départ
des différents DG. Vous allez vous rendre compte, tout se passe au sein même de ce centre hospitalier. Ça veut dire qu'on a réussi à mettre dans ce centre hospitalier des gens qui ne correspondent pas au profil qu'il faut, des gens qui n'ont pas la compétence qu'il faut, mais qui aujourd'hui ont constitué tout un réseau pour paralyser le système à chaque fois qu'on veut apporter les réformes. Ça veut dire que à chaque fois qu'un chef est élevé ou nommé à la tête de ce CHU, s'il n'est pas en conformité, en phase avec ce réseau, comme vous le dites, rien ne marchera. Le problème, c'est que ce contrat de silence entre les responsables et tout ce qui se passe, j'ai envie de dire cette complicité, parce qu'on n'arrive pas réellement à dénoncer, mais que ces mêmes chefs aussi se retrouvent dans les mêmes situations de détournement, de mêmes situations, on va dire, de mégestion, de mauvaise gouvernance, parce qu'à un moment donné, on va dire que Guy Benoît Victor l'a dit, le CHU engrange beaucoup de millions de francs CFA, mais comment peut-on expliquer que parfois la pharmacie manque de médicaments? On va pas dire que c'est le haut sommet qui demande qu'il manque de médicaments. Il arrive aussi que vous arrivez là-bas, les sanitaires ne fonctionnent pas. On parlait il y a quelques années aussi de l'ascenseur. Mais il faut aller voir comment les gens sont transportés d'un centre à un autre. Comment on accueille les gens quand ils arrivent là-bas en urgence. Il faut voir l'attitude même des agents, comment ils accueillent, comment ils traitent. Donc c'est là où vous allez comprendre que le mal est tellement profond. Pourquoi? Parce qu'on a laissé le mal se développer. Nous sommes arrivés au point où les décisions, on va dire, radicales ne sont pas prises, comme vous l'avez dit, au sommet de l'État pour mettre fin ou détruire ce cercle vicieux. Il serait compliqué que l'on réussisse. Le problème, c'est qu'on pêche dans le même fleuve les mêmes personnes qui gouvernent et on croit que les choses vont changer. Fortuna, s'il vous plaît. Vous savez, le professeur Tessi Bakari, politologue ivoirien, paix à son âme, a mis en circulation le concept de l'État-personne. D'ailleurs, j'ai repris cela dans mes travaux de mémoire, je crois aussi de thèse. L'État-individu. L'État-présidence. Où la présidence se pose et s'impose comme le centre d'impulsion de toutes les décisions. Et parfois, je vous ai dit tout à l'heure, que le chef, ce n'est pas un individu. Dans toutes les écoles de sciences politiques où on enseigne les sciences administratives, on va vous dire que, ou les institutions, on va vous dire que le chef, ce n'est pas un individu, c'est un groupe d'individus. Et ce groupe d'individus n'est pas forcément associé à d'autres personnes visibles que vous voyez. Ça peut se décider dans des officines. Donc, si on passe le temps à s'attarder sur les directeurs, on va changer autant. Le problème restera là. Le problème ici, c'est le système mis en place. Comment faut-il changer? Mais je vous ai... Nous avons eu la coalition. Juste un exemple, docteur, nous avons eu la coalition Publiez ce que vous payez, qui a mis en lumière un rapport qui parle d'un détournement de 160 milliards de francs CFA dans le secteur de la santé. Et l'État, sinon le gouvernement ne réagit pas. Qu'est-ce qu'il attend pour réagir? Pourquoi ne coupe pas la tête les DG si réellement les DG là sont faire justement à quoi doit-on arriver pour que la réaction suive, Guy Benoît? Oui, je crois que Constance s'évertue à nous expliquer que en réalité, les vrais coupables sont ailleurs. Voilà. C'est ça ce qu'il veut dire. Les vrais coupables sont ailleurs. Ailleurs du CHU, ailleurs de Talanga, ailleurs de... Oui, ça peut être dans le système. Donc, ils sont bien agents de l'État. Ils sont au service de l'État, mais ils tirent les ficelles. Est-ce que vous avez lu la lettre ouverte de Mme Ambiero? Qu'est-ce qu'elle dit? Qui donnent les instructions. Voilà. On te nomme, mais toi, chaque mois, tu dois débourser tant, déposer tant ici, déposer tant ici, déposer tant ici. On te nomme, mais sache que pour que la nourriture vienne au CHU, c'est pas toi. On t'envoie telle entreprise, tu travailles avec telle entreprise. On te nomme, sache que les produits ou les médicaments, c'est pas toi qui achètes, c'est un tel qui viendra déposer. Vous voyez, non? Ça, c'est un système. Mais en second, toi, le léger, tu fais quoi? Tu subis si tu veux bien garder ton poste. Oui, voilà. Tu respectes. Mais c'est ça que je vous dis. Que le Congo a besoin de changer son système. Les hommes ont vieilli. Les hommes n'arrivent plus à donner. Le pouvoir corrompt. C'est ce que nous avons peur de le dire. Mais moi, je crois que si on aime le pays, il faut reconnaître que nous n'arrivons plus. Et on fait des réformes. On fait des réformes. Que faut-il réformer dans le cas de la santé? Je vais vous donner l'exemple. Si déjà aucune autorité, aucune institution ne joue son rôle dans un pays, c'est grave. Il y a trop de noirs. Les institutions ne jouent plus leur rôle.
C'est des placements, ils occupent des places comme des placements. Regardez, depuis quand on décrète les détournements dans nos hôpitaux? Mais ne fût-ce qu'une enquête, les enquêtes parlementaires allaient être déclarées pour chercher à savoir où va l'argent. Le jeune Makita nous a démontré ici, bon, je suis sûr que c'est la vérité puisque le DG a été viré. Il nous a montré comment est établi un système de détournement d'argent et l'emploi des fictifs. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Parlement est muet, mais Makita est décapité. Mais le système demeure. Vous voyez, même pour Alors, que vous pensez le pouvoir arrête le pouvoir, il faut que le Parlement joue son rôle pour que le gouvernement aussi tremble. Parce que les gens sont nommés par le gouvernement. Mais qui doit surveiller? Qui doit veiller? Il y a une commission santé. T'en fais pas. Mais après, est-ce que c'est la première fois que la commission l'a fait donc, au Parlement là? Il y a quel résultat? Il n'y a rien. Tant que on ne bousille pas le système, c'est bon, écoutez. Je vous l'avais déjà dit. Je vous l'avais dit et je ne cesserai de le dire comme le président. Nous sommes voués à l'échec. On va échouer. On ne va pas sortir la tête de l'eau parce que le système là est déjà rouillé. Le système est rouillé. Il y a de la rouille partout. Vous allez faire quoi? Quand déjà à Oyo, l'hôpital Edith Bongo, en l'honneur d'une grande dame comme celle-là, c'est dans la localité du président, le président lui-même parfois est sur place, les gens sont en grève. Ça, c'est le CHU aussi? C'est le DG du CHU qui gère là-bas? Est-ce que c'est mon ami, mon frère Chocolat qui fait ça? Il peut se hasarder à bouffer l'argent. Mais oui, mais c'est ce que lui il est en train de dire. Parfois, ça vient d'ailleurs. Vous voyez, vous avez des DG qui ont fait plus de 20 ans à la tête de l'hôpital. Pour quel résultat? Rien. Mais il est là depuis plus de 20 ans. Hein? On a eu des trucs comme ça à Assisé, non? Ouais. Bon, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Qu'est-ce qui vous dit que quand on occupe les fonctions de l'État, il faut rester là 30 ans? Hein? Mais il faut du sang neuf. Si on ne met pas la compétition, si on ne met pas l'émulation, en tout cas on ne va pas avancer. Il faut qu'il y ait l'émulation dans un pays. Il faut que les têtes s'affrontent, les tactiques de jeu, le management s'affrontent. Moi, je pense que cette situation est devenue culturelle. C'est devenu culturel. Le politologue, sociologue qui est en face pourrait enrichir ce que je dis. Culturel, pourquoi? Parce que à tous les niveaux de l'État, quand chacun est nommé, vous allez vous rendre compte, la première réaction que nous avons, c'est de festoyer. C'est ça la première réaction que nous avons. Et souvent, on laisse de côté le sacerdoce, les missions qui nous attendent. Mais c'est déjà le gain. L'on voit le gain. L'on voit cette élévation comme une sorte de récompense sociale. Et souvent, on nomme les gens dans ce pays pour les récompenser, pour avoir fait telle chose. Donc, on leur confie pas réellement les missions. Et c'est pour cela que quand chacun est arrivé à un certain niveau, et ça, c'est culturel. C'est à tous les niveaux. Vous allez voir, les ministres, quand ils sont nommés, ils ne viennent pas en tant que serviteurs, puisqu'ils ont tous les privilèges qu'il faut. Ils sont gâtés. Les parlementaires sont gâtés, alors que personne n'a demandé à ces gens d'être des parlementaires. Ils se sont eux-mêmes engagés pour l'être. Ils devraient s'identifier à leur population, mais ils sont tellement gâtés. Des véhicules, des garde-corps, autant de millions à payer chaque fin du mois. Pareil pour les ministres. Et donc aujourd'hui, au Congo, les fonctions sont devenues des sources d'enrichissement. Quand on y arrive, la première préoccupation, c'est de se récompenser, c'est de vouloir à tout prix s'enrichir le plus tôt possible. C'est pour cela qu'il y a cette tentation au détournement, cette tentation à la corruption, cette tentation au vol. Et comme ça paralyse pratiquement tout le système, il est difficile aujourd'hui, donc à un moment donné, de se poser la question, où est-ce qu'il faut aller puiser? Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de repenser l'éducation culturelle, l'identité culturelle du pays, c'est repenser l'éducation dans son ensemble. Sinon, à un moment donné, Guy Benoît Le Victor l'a dit, si rien ne change dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on va se retrouver avec une nouvelle génération qui va pérenniser, on va dire perpétuer les mêmes pratiques, les mêmes systèmes, et finalement on va donc rester dans ce cercle, on va dire infini ou sinon sempiternel d'échecs. Brony Fortuna, maintenant où nous parlons, plusieurs hôpitaux sont en grève. Quelles sont les réformes immédiates? Bon,
les réformes immédiates aujourd'hui, pourquoi les hôpitaux sont en grève? C'est parce que le gouvernement, pendant plusieurs mois, n'a pas pu payer ces hôpitaux. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un mécanisme qui permette à ces hôpitaux de s'auto-financer et que l'État n'intervienne qu'à un certain moment, à un certain niveau, ou quand on sait que finalement, là, il faut que l'État intervienne. Ou encore, il faut mettre en place un fonds, peut-être, peut-être un fonds de santé publique pour faire fonctionner les hôpitaux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est voir comment on recrute les gens dans les hôpitaux. Parce que le problème, c'est aussi ça. Comment les gens sont recrutés sur les hôpitaux. Il faut mettre de la rigueur. Il faut mettre vraiment un véritable filtre dans le recrutement des agents dans les hôpitaux. Qu'ils soient les agents, les aides-soignants, ou encore les agents simplement, les techniciens de surface. Parce que ceux qui travaillent dans les hôpitaux doivent avoir une sorte ils doivent avoir une sorte de valeurs ou une bonne moralité. Donc, si nous n'avons pas ça, ce serait difficile que nos hôpitaux fonctionnent normalement. Pourquoi? Parce qu'on constate que même les médicaments sont volés, on constate comment les appareils qui sont achetés, abîmés, simplement parce qu'il y a la mégestion, parce qu'il y a des gens qui pillent. On constate aussi les gens qui abandonnent leur poste dans les hôpitaux publics pour aller se retrouver dans les cabinets, dans les cliniques privées. Donc il y a tout cela qu'il faut revoir de fond en comble. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver des moyens et pour régler les problèmes de ceux qui sont en grève, trouver des moyens pour faire fonctionner les hôpitaux, équiper les hôpitaux qu'il faut, mettre dans le circuit tous les jeunes qui sortent de Cuba à tous les niveaux et vouloir reformer les systèmes administratifs des hôpitaux pour permettre que ces hôpitaux fonctionnent réellement comme on voudrait bien. Et puis le gouvernement doit à un moment donné arrêter avec des promesses irrationnelles qu'on ne peut pas tenir quand on sait finalement qu'on n'a pas assez de moyens. Et tout le problème, c'est que le gouvernement a tellement promis. Le problème aujourd'hui, nous avons pratiquement 11, sinon 10 hôpitaux à travers le pays qui ne sont pas achevés. C'est l'une des promesses du président de la République aujourd'hui. Les hôpitaux sont toujours, quand on va un peu au nord du pays, vous allez vous rendre compte qu'à Evo, un peu partout, ces hôpitaux sont totalement dans les herbes. Donc à un moment donné, et peut-être que je crois... Il faut pas construire. Et vous avez aussi l'hôpital, le grand hôpital militaire, et qui est aujourd'hui inachevé également. Et si l'État peut penser dans quelques années, trouver de moyens pour relancer les travaux de ces hôpitaux, ce serait encore une bouffée d'oxygène pour la population. Alors, Constant Ibarapéa, nous chutons. Quelles sont les réformes immédiates, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, plusieurs hôpitaux, on l'a dit, fonctionnent à minima au grand malheur des populations. Alors, je vais vous conseiller la lecture d'un ouvrage, Michel Foucault, Surveiller et punir. C'est ce que doit faire l'État, le gouvernement. Surveiller et punir. Celui qui conduit les conduites doit avoir la capacité de réguler les agents sociaux qui sont en charge d'exécuter un certain nombre de tâches. Deuxièmement, il faut insérer la cruauté dans l'exercice d'un certain nombre de charges publiques. Ce que nous constatons, c'est quoi chez nous? C'est comme ça que j'ai défini le pouvoir dans mes travaux. C'est que le pouvoir a cessé d'être une tâche, c'est-à-dire la fonction publique ou la fonction politique, a cessé d'être une tâche qui consiste à rendre service à la collectivité, mais est devenue une source d'enrichissement sans cause. Ce que j'appelle moi l'enrichissement accéléré. Mais ça se fait sous le regard du Léviathan. C'est ça le problème. Il ne faut pas tourner au rond. On va accuser le DG, voilà le DG. On le fait Ngombe. Mettez une autre personne, vous allez voir dans 2 mois les mêmes problèmes seront là. Je n'ai rien contre le professeur Ngombe, d'ailleurs c'est pas mon parent. Donc je sais Gongoulou, lui il est d'autres, c'est pas mon parent, mais je ne le défends pas. C'est le constat par empirisme, par expérience. Et on fait passer l'huile sur c'est-à-dire sur une plaie infectée, on trouve les boucs émissaires sur le DG. Donnez-moi quel secteur qui marche. L'université en grève, c'est aussi le professeur Gombe qui est là-bas. Les collectivités locales qui ne sont pas payées, qui cumulent les mêmes problèmes, la mairie. Donc il faut arrêter à un certain moment. Arrêtons-nous. Il faut engager les réformes en profondeur.
Au cœur des réformes, il y a la cruauté. Parce qu'on ne peut pas exercer le pouvoir en distribuant des bonbons. Je suis désolé. Je ne suis pas juriste, encore moins philosophe. Lorsque dans une communauté, vous donnez des chances publiques aux individus qui ne réussissent pas à appliquer, vous les sanctionnez et la prison est faite pour ça. D'ailleurs même, moi j'ai toujours dit, si j'ai la chance d'entrer dans les instances de pouvoir, je vais fermer les prisonniers. Je vais fermer toutes les prisons. J'ai une autre solution. Donc il faut les réformes. Deuxièmement, on a parlé ici des nominations. Je me rappelle encore, c'est un sujet qu'on nous avait donné en deuxième année, en sciences administratives. Les nominations administratives. C'est des pesanteurs. Comment les gens font pour être là? Sur quels critères? Mais c'est ça. Donc, si vous ne tenez pas compte de ces éléments sociologiques, il y aura un problème. Troisième chose, j'ai observé, on a mis beaucoup plus l'accent sur la construction des infrastructures. Mais vous et moi, nous savons que le domaine des bâtiments et travaux publics, c'est le domaine où il y a plus de détournement de fonds. Dans la construction des infrastructures, il y a la surfacturation. Donc, si vous ne tenez pas compte de ces éléments-là, on peut parler toute la journée, mais le problème reste ailleurs. Aujourd'hui, il y a une nouvelle approche, dont on parle de l'approche des politiques publiques. Nous avons aujourd'hui l'approche socio-anthropologique des politiques publiques. C'est l'élaboration des politiques publiques doit tenir compte des réalités sociales. On se réveille un matin, on n'a pas demandé aux Congolais si on avait besoin de 20 hôpitaux. Bon, ceux qui décrètent, quel est leur intérêt? On va chuter. Quel est l'intérêt d'avoir l'hôpital militaire à Brazzaville? Quel est l'intérêt d'avoir le Blanche Gomez, CHU, l'hôpital général de Diri et les hôpitaux de référence comme l'autre Talangaï? Est-ce qu'on a tenu compte de comment t'appelles le rapport entre médecins et patients? Dernière réforme et Barapéa, nous sommes à la fin. Donc, dernière réforme, rendez les chefs d'établissement public responsables. Il faudra que, lorsque vous avez mis quelqu'un à sa disposition, d'abord, il y a au pouvoir, il y a les instruments de contrôle. Qui est chargé d'acheter comment vous appelez ça? Le matériel. Par exemple, vous avez parlé de la pharmacie. Le problème de la pharmacie se pose pratiquement dans tous les hôpitaux. À Talangaï, ceci. Et les conditions de travail. Allez-y à l'hôpital de Talangaï. Maintenant, j'étais là-bas avec quelqu'un, ça fait 2 jours. Vous regardez à l'accueil comment c'est pléthorique, les gens sont là. On ne prend pas en charge. Donc, il y a des réformes structurelles. Il y a aussi des réformes opérationnelles. Lorsque vous ne tenez pas, vous n'associez pas ces deux. Quand je fais le réforme opérationnel, c'est-à-dire, je tiens compte là des conditions d'exercice des médecins. Vous pouvez être un bon médecin sorti d'Avad. Tant qu'on ne vous met pas en condition, tant qu'il n'y a pas un plateau technique, vous n'allez rien faire, vous n'avez pas fait le miracle avec les yeux. Donc, j'en appelle encore une fois au président de la République parce que c'est le centre. Nous sommes dans un état présidence. Ce qui le demande, c'est que vous voyez tous les discours des ministres se sont renvoyés au chef de l'État. Sur l'instruction aucun ministre ne prend la responsabilité. D'ailleurs, mon frère Ibombo l'a dit, que lui n'a aucune vision, il fait le répéter. Bon, maintenant ceux qui ne comprennent pas Christ sur lui est en train de se moquer. Lui, en réalité, c'est eux qui n'ont rien compris. Parce que nous sommes dans un état présidence, tout converge vers le chef. Et c'est au chef de prendre les décisions qui s'imposent. Prendre les décisions qui s'imposent, c'est de sanctionner les gens. Regardez son entourage immédiat. Quels sont ces individus qui influencent la décision, par exemple, de ceux qui sont à la tête des structures? Ça, on peut le savoir en engageant des enquêtes, par exemple. Donc, si on n'a pas la volonté de faire, vous allez créer CHI, vous allez créer Dolési, Oyo et tout, on va tourner en rond. Merci Barapéa d'être passé dans cette émission. Merci à Guy Benoît. J'avais quelque chose à dire. Très rapidement. Voilà. Très non, rapidement. parce que moi j'étais en train de dire, parce que vous parlez des réformes là. Oui. Mais la réforme pour couper avec toutes ces ramifications là, les décisions qui se peuvent déraciner le mal. Il faudrait que à tous les niveaux, pour assumer une fonction, il faut qu'il y ait appel d'offres, que les gens soient candidats avec un programme. Parce que si toi tu veux être directeur du CHU, tu postules à ce poste-là, vous êtes 3, 4, 5, les pairs vous nomment, vous votent, vous êtes passé, vous serez redevable. Vous serez obligé de respecter vos engagements, sinon on vous vire. Parce que si on doit nommer les gens par rapport à l'appartenance politique, par rapport à l'appartenance tribale et autres, les affinités vont peser et rien ne va changer.
Il faut qu'il y ait la compétition dans un pays. Bon, là aussi, Ah ben vous interrompre, là aussi, au sein de la structure, les gens peuvent te donner, jeter la peau de banane sur la oui, on se voit là. On se voit là. Le problème n'est pas réglé. Terminé. Oui, donc Parce que tous les DG qui sont partis du CHU, c'est au sein du CHU que la bataille commence. Non, mais c'est bien, ils ont été Voilà. nommés. Oh, si moi je suis élu, Oui. j'ai mon programme, je me bats pour le réaliser. On ne peut m'attaquer que sur la base de cela. Oui. Et quel est le résultat que moi j'apporte. C'est comme ça dans la plupart des postes de responsabilité. Si on y instaure ça, je crois qu'on va arrêter un peu certaines influences. On va casser une certaine oligarchie qui s'est installée dans le pays parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, merci, merci, monsieur. Prédatrice. Merci. Mais voilà. Je retiendrai ce que Barapéa a dit tout à l'heure, surveiller et punir, et cela résume bien toutes les réformes dont vous avez citées sur ce plateau. Nous parlions de gestion hospitalière au Congo avec ces structures hospitalières publiques qui fonctionnent avec le service minimum. Merci de nous avoir suivis et d'avoir réagi à travers vos commentaires. Le débat se poursuit en commentaire, bien évidemment, et restez scotchés sur Tcheleka Média pour vous informer, surtout pour ce genre de débat. Proposez-nous aussi des sujets et nous serons très heureux de revenir sur ce plateau pour en débattre. Bonsoir chez vous.